Je vous propose de débuter doucement sur une petite introduction de ce webinaire, donc sur le crédit d'impôt recherche pour les agriculteurs et les agricultrices, et donc de savoir un peu davantage comment marche et puis quel regard critique on peut apporter sur le dispositif. Donc ce webinaire fait partie des rendez-vous R&D organisés par TRAM. TRAM est une association nationale de développement agricole qui est reconnue organisme national à vocation agricole et rurale et qui a vocation à accompagner les collectifs agricoles pour accélérer les transitions, donc les transitions alimentaires, agroécologiques et climatiques, et puis humaines et organisationnelles. Donc ici, on est plutôt sur une thématique de transition agroécologique et climatique. Et donc, dans l'association, on a à la fois des missions d'accompagnement des dynamiques collectives auprès de collectifs, des collectifs de collectifs, de participer également à des projets de recherche-action. On est également un centre de ressources, donc vous avez le QR code si vous voulez aller voir par exemple les rendez-vous R&D qui ont déjà eu lieu ces dernières années. Et puis, on est également organisme de formation, notamment pour former les animateurs au métier de l'animation. TRAM, c'est une association qui a une petite trentaine de salariés répartis sur 8 antennes en France. Et puis, nos adhérents sont des collectifs d'agriculteurs qui sont aussi nos administrateurs. Et puis plus récemment aussi l'ouverture de l'adhésion à d'autres types de structures qu'uniquement les collectifs d'agriculteurs. Et donc aujourd'hui, la thématique, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique, ça fait un peu suite au projet Interface qui vient de se terminer le mois dernier, et dans lequel il y a notamment il y a eu la production d'une note de préconisation pour la valorisation des paysans agriculteurs chercheurs. Donc cette ressource est disponible sur le centre de ressources. Donc moi je suis Lucie Morel, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis basée à Toulouse et donc je suis dans le pôle transition agroécologique et climatique, et puis je suis à Toulouse aussi avec Anne-Gaëlle qui sera là aussi pour l'animation de la réunion et qui vous envoie tout plein de liens dans la conversation. Et donc, on a travaillé sur ce projet Interface et en particulier sur ce sujet de valorisation des paysans agriculteurs chercheurs que je ne développe pas ici, ce n'est pas le sujet, avec Paul Édouard, qui est avec nous et que je vais laisser se présenter et enchaîner. Donc, on va avoir des temps un petit peu de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Et puis, il y aura aussi des temps où vous pourrez parler voilà, assez régulièrement pendant le webinaire. Paul-Édouard, je te laisse la main. Alors, merci Lucie pour cette introduction. Normalement, je vous partage à présent mon écran. Donc dites-moi, Lucie, dis-moi, est-ce que tu le vois? Oui, c'est tout bon. Ok. Et merci à toutes et à tous pour votre présence, effectivement pour ce webinaire où je vais vous parler de crédit d'impôt recherche pour les fermes, à la fois pour présenter le dispositif et puis pour avoir un regard critique par rapport à ce dispositif, de critique constructive évidemment. Peut-être je vais commencer par me présenter pour savoir qui je suis, illustre inconnu qui vous parle. D'abord, je suis actuellement en thèse. C'est une thèse qui est portée d'une part par le cabinet Layton, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, et qui a notamment une activité destinée à faire des dossiers de crédit d'impôt recherche pour des fermes. Et pendant 2 ans au total, j'ai fait de tels dossiers, donc ça fait une expertise terrain sur le sujet. Et puis cette thèse, elle est aussi portée par Unilassal, que peut-être vous connaissez, située à Beauvais. Le sujet de ma thèse, c'est les leviers de financement pour l'expérimentation ou l'innovation à la ferme. Comment soutenir financièrement et pourquoi est-ce que la transformation, la transition des fermes nécessite parfois d'avoir une démarche d'expérimentation, voire une démarche scientifique sur la ferme. Voilà. Donc je vous parle avec 2 perspectives. D'une part, la perspective de celui qui a exercé, fait des dossiers de crédit d'impôt recherche,
et d'autre part, de celui qui a un travail de recherche sur le sujet pour réfléchir à comment est-ce que ça marche, et voilà. L'organisation de cette présentation va être en 2 temps. D'abord, présenter le crédit d'impôt recherche au sens général, pour les personnes ici qui ne connaissent pas, et puis dans le cas particulier des fermes, à l'issue de quoi il y aura un petit temps de questions-réponses, qui sera animé par Lucie et Anne-Gaëlle, et auquel je répondrai au mieux, et puis un deuxième temps qui sera regard critique, en lien avec ce qui aura été dit au départ, avec 3 thématiques qui seront discutées: l'éligibilité financière, technique, et puis l'aspect profil et autonomie de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Je précise tout de suite, dans la présentation et à l'oral, j'utilise plutôt le mot agriculteur ou agricultrice. En fait, on pourrait dire aussi bien paysan ou paysanne. En l'occurrence, il faut bien choisir un mot pour parler. Ça ne change pas du tout parce que le crédit impôt recherche ne dépend pas de ces questions-là. Du moins pas généralement. Alors, avant de vous parler de crédit d'impôt recherche pour les fermes, la première chose dont je voudrais vous parler, parce que c'est le préalable à ce crédit d'impôt recherche, c'est de la démarche de l'agriculteur ou de l'agricultrice dans la ferme qui peut-être conduira à la déclaration d'un crédit d'impôt recherche. Cette démarche, c'est ce que j'ai observé pendant mes travaux de recherche notamment, et pendant l'écriture de ces dossiers de crédit d'impôt. Elle commence généralement par un souhait, porté par, disons, l'agriculteur, le souhait de transformer sa ferme, pour toutes sortes de raisons qu'on peut connaître, classiques, que ce soit dégradation des sols, une insatisfaction par rapport à la technique, le changement climatique, des aléas de marché, vouloir être plus autonome, mieux comprendre ce qu'on fait, l'incitation sociale, enfin, toutes sortes de raisons. Mais je souhaite transformer, mais je ne peux pas simplement mettre en place une solution. Parce que par rapport à mes objectifs, mes besoins de transformation, ma localisation, mon contexte pédoclimatique, combiner les solutions existantes ne suffit pas pour répondre à mes problèmes. Et il n'y a pas de connaissances qui répondent à mes questions. Donc je veux transformer, mais je ne peux pas le faire de manière simple, entre guillemets. Troisième étape, c'est alors, soit je m'arrête, soit je conçois une solution. Là, c'est plutôt la perspective, je conçois. Je conçois une solution qui est susceptible de fonctionner. Mais évidemment, tant qu'on ne l'a pas expérimentée, on ne peut pas dire si elle va fonctionner réellement ou pas. D'autant plus si elle est fortement différente, si elle sort des sentiers battus, et ça, quand bien même elle doit être cohérente avec les retours d'expérience des pairs, des autres agriculteurs, des conseillers, etc. Après ça, évidemment, j'ai conçu, mais je mets en œuvre. Et à mesure que je mets en œuvre, et ça c'est très important dans cette posture, je suis systématique. Ça veut dire, je contrôle ce qui se passe réellement par rapport à ce que j'imaginais. Parce qu'on sait bien qu'il peut y avoir un décalage entre les deux. Afin de garder le contrôle sur les évolutions de la ferme. Et j'accepte, quand c'est le cas, de m'être trompé. D'avoir dit, on va faire comme ça, et en fait, c'était pas pertinent. Très important dans cette posture. Et puis, le dernier point, c'est je confronte, donc je mets en œuvre, là j'apprends quelque chose de tout ça. Et dernier point, je confronte ce que j'ai appris avec d'autres, j'écoute, et l'année suivante, je réessaye, que ce soit au sein de groupes d'agriculteurs, que ce soit en lien avec la chambre d'agriculture, que ce soit en lien avec la COP, ou toutes sortes d'organismes, ou la ferme toute seule. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est une posture un peu générale, hein. C'est pas très spécifique, ça peut s'appliquer à beaucoup de cas, mais c'est ce que j'ai observé comme préalable pour pouvoir commencer à se dire il y a une activité d'expérimentation qui peut conduire à un crédit d'impôt recherche. Voilà. Sachant que ça peut vouloir dire plein de choses dans les cas particuliers. Ensuite, le deuxième point, c'est cette transformation de la ferme. Lorsqu'elle bénéficie d'un financement pour la recherche, quels impacts que ça a? Quels impacts est-ce que ça peut avoir? Et là, je vais vous partager 3 exemples très rapides que j'ai observés. Le premier, c'est un agriculteur qui me dit, on est 10 en France à aller aussi loin dans ce type de pratique, et nous, on aimerait, un qui est il s'avère à la fois en conservation des sols et en bio, et on aimerait en fait aller encore plus loin, mais financièrement, ça bloque. En fait, un financement pour la recherche l'autorise et il se sent autorisé à prendre plus de risques et à consacrer plus de temps aux essais. Donc ça, c'est un premier impact, avant de vous dire comment ça marche. Deuxième impact, une agricultrice qui me dit, je mets en place plein de pratiques nouvelles, j'ai une formation scientifique, mais j'ai pas le temps de vérifier ce que donnent réellement ces pratiques et j'aimerais pouvoir comparer. Là, ce financement pour expérimenter, il donne le temps pour être plus systématique, plus rigoureux.
Donc, pour dépasser ce manque qu'elle observait. Et puis, troisième exemple, très concret aussi, une agricultrice encore qui me dit, bah, on a cherché pendant 15 ans pour sortir des pesticides, c'était leur choix, leur objectif de ferme, mais une ferme, c'est très complexe, et ça aurait été bien d'avoir voilà, une démarche plus solide. Et là, l'impact d'un financement pour expérimenter, bah, c'est que ça incite à adopter une démarche scientifique, à la partager dans des groupes, à avancer à plusieurs, autrement dit, à avoir potentiellement une démarche plus solide. Donc voilà, trois. Et donc de diminuer ce temps de sortie des pesticides, par exemple, ce qui aurait été le souhait de cette agricultrice. Donc voilà, trois impacts tout simples à imaginer, mais qui sont réels et observés que ce crédit d'impôt recherche a ou aurait pu avoir. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, je vous parle de crédit impôt recherche, en fait, il pourrait y avoir d'autres types de financement pour ces expérimentations. Simplement, c'est ça le focus aujourd'hui. Ok, donc là, on vient de parler de la posture qui peut correspondre. Maintenant, venons-en tout de suite au sujet principal de ce webinaire, à savoir le crédit impôt recherche. Qu'est-ce que c'est, en particulier dans le cas des fermes? Alors d'abord, dans le cas général, avant d'aller au cas des fermes, c'est un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises. Ça existe pour toutes sortes, pour tout type d'entreprise. En fait, c'est d'abord un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement pour les structures imposables. Par exemple, une entreprise. Et je dis bien structure imposable et non imposée. Donc, par exemple, une entreprise, ou une ferme, qui est encore une entreprise, qui est imposable, mais à l'année N ne paye pas d'impôt parce que les bénéfices ne dépassent pas la limite, elle reste imposable, donc elle peut en bénéficier. Deuxième point, puisque c'est un crédit d'impôt, chaque année, il peut être intégré à l'alias. Ça veut dire que je peux déclarer, si j'ai des projets adéquats, tous les ans, un tel crédit d'impôt. Et tous les ans, je vais l'intégrer à l'alias, suivant les modalités comptables propres à ma structure. Troisième point, le remboursement se passe a posteriori. Ça veut dire, je déclare ce qui s'est passé pendant l'année civile, disons 2025, et ça, je vais en déduire des montants. On reviendra sur comment on déduit ces montants. Je vais en déduire des montants et les intégrer à ma liasse de l'année suivante ou de l'année encore après. Enfin, qui dit crédit d'impôt dit impôt et donc dit administration fiscale. C'est l'administration fiscale qui va traiter ces dossiers, qui va demander les explications et les explications normales, puisque si on demande un crédit d'impôt, il est normal de devoir en justifier. Voilà. Ça, c'est vrai pour tout crédit d'impôt, mais en particulier, en tout cas pour le crédit d'impôt recherche, c'est ça. Donc les deux premiers points, crédit d'impôt, ensuite recherche. C'est le deuxième mot de cette expression. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, il fait référence à des critères de la scientificité. On peut les appeler comme ça. Et je vais revenir après sur chacun de ces critères. Les critères définis dans le manuel de Frascati. Ces critères sont vrais à l'échelle de toute l'OCDE, donc bien au-delà de la France. Par contre, dans chaque pays, ils sont interprétés potentiellement de manière un peu différente selon les cultures des pays. Et puis deuxièmement, il y a trois types de recherches qu'on trouve dans ce manuel de Frascati, et donc qui sont reconnus par l'État français au titre du crédit d'impôt recherche. Il y a la recherche fondamentale. Ça peut être ce qui se passe à l'INRA ou ce qui se passe concernant des accélérateurs de particules ou ce type de choses. Ensuite, il y a la recherche appliquée. Ça peut être la recherche qui est faite par, disons, Renault ou Stellantis pour améliorer le fonctionnement de tel moteur thermique. Et enfin, le développement expérimental. Et ça ressemble plus à ce que l'on trouve dans des fermes. Et ce que je dis là aussi, c'est qu'il y a une différence entre la recherche académique classique et ce développement expérimental qui est reconnu par le crédit d'impôt recherche. Il va y avoir des nuances. Voilà, pour une première définition très rapide de crédit d'impôt recherche, deux points que je souhaite ajouter. C'est d'abord que les entreprises du secteur agricole, en dehors des fermes bien sûr, en bénéficient depuis longtemps. Que ce soit les semenciers, les firmes phytopharmaceutiques, le contrôle laitier, enfin, toutes ces entreprises-là, à condition qu'elles portent des projets de R&D, ont bien compris qu'elles pouvaient, et déclarent, hein, c'est pas confidentiel, déclarent des crédits d'impôt recherche. Ça, c'est le premier point. Il y a juste les fermes qui n'ont pas mis ça en œuvre historiquement, du moins pas de manière significative. Le deuxième point, c'est que tout secteur confondu, les entreprises se sont habituées à ce dispositif, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elles ont compris comment ça marchait, elles se sont dit, on souhaite porter un projet de R&D, bon, comment est-ce qu'on va faire pour que ce projet puisse être financé par ce dispositif? Et donc, ils ont transformé leur manière de faire.
Évidemment, les premières années, peut-être que c'était un peu imparfait, leur manière de s'habituer, de s'adapter à ce dispositif, comme pour tout dispositif au début. C'est un peu similaire à ce qui se passe aujourd'hui dans le cas des fermes. Voilà. Voilà pour cette introduction générale. Et je vais directement venir au cas des fermes. Et puis, après avoir présenté le cas des fermes avec 2-3 diapositives, il y aura un temps de questions-réponses. Notez bien si vous avez des questions qui vous viennent en tête. Alors, dans le cas des fermes, la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il n'y a pas de cire agricole. Et il ne peut pas y avoir de cire agricole, au sens où ça n'est pas une aide sectorielle. Si c'était une aide sectorielle, l'État serait très limité sur les montants qu'il peut attribuer. Ça signifie que les critères doivent et demeurent les mêmes pour tout le monde. Par contre, on peut les interpréter différemment selon les secteurs. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se jouer pour l'interprétation de ces critères, parce que évidemment, on ne regarde pas tout à fait la même chose, qu'on fasse une déclaration pour une entreprise pour, disons, une ferme, ou qu'on fasse une déclaration pour un laboratoire pharmaceutique, par exemple, ou pour une start-up de l'intelligence artificielle. Alors, sur l'aspect financier, d'abord, commençons par cet aspect-là. Qu'est-ce qui peut être intégré à ce crédit d'impôt recherche? Il y a deux choses principales. D'abord, la rémunération du personnel, que ce soit un personnel salarié ou un personnel gérant, travaillant non salarié, suivant la structure juridique. Ensuite, les amortissements du matériel, à condition que celui-ci ait été acheté neuf. Celui-ci peut être en propriété directe, peut être en copropriété à tel pourcentage avec une autre ferme voisine ou une autre structure, peut être en crédit bail avec option de rachat. Toutes ces options fonctionnent. Enfin, quel matériel, quel personnel prendre en compte? Et là, il y a quelque chose qu'on appelle le périmètre direct et le connexe. Le direct, c'est pour des essais, par exemple, les analyses de sol qu'on va faire, et le temps qu'on va passer à faire des analyses de sol, ou le temps passé à mettre en œuvre la méthode MERCI, qui permet de trouver des caractéristiques des couverts multispécifiques. Et puis, il y a le temps connexe, indirect. Alors, pour ce temps connexe, comment ça marche? Par exemple, si vous avez un indicateur de recherche qui est le rendement de culture. Vous faites un essai sur un mélange de cultures, vous voulez regarder le rendement à la fin. C'est classique quand même dans une ferme comme indicateur. Le rendement, ça ne se mesure pas à l'œil, ça se mesure à la récolte. Le temps passé à récolter, le temps passé par la moissonneuse ne sont pas directement des essais au sens où c'est une mesure spécifique. Par contre, ils sont absolument nécessaires à l'obtention d'un résultat. Et donc, on pourra les prendre en compte dans le calcul. Ça signifie qu'il va y avoir une superposition, et ça c'est très vrai dans le cas des fermes, c'est moins vrai dans d'autres secteurs, par exemple l'automobile. On va avoir une superposition entre la production et la recherche. L'exemple typique, c'est si je fais de la recherche sur du maïs, peut-être une association de culture avec du maïs, tout simple. À la fin, je fais mes mesures, je fais tous mes essais, etc. Puis à la fin de l'année, je récolte mon maïs. Eh ben, mon maïs, je vais le vendre, même s'il était, entre guillemets, expérimental. S'il est commercialisable, si quelqu'un me l'achète, bien sûr que je vais le vendre. Autrement dit, ma parcelle était en expérimentation, mais elle était aussi en production. Et ça, soit en passant, c'est pareil à l'INRA. En tout cas, dans certaines situations, si ceux qui font de l'expérimentation sur des vignes, par exemple, peuvent commercialiser le vin qui a été produit à la vigne, qui a été produit par la vigne. Voilà. Alors ça, c'était sur qu'est-ce qu'on peut prendre en compte. Maintenant, le calcul, comment est-ce qu'il est fait? Je vais vous présenter une jauge. Alors, c'est pas des ratios, ce ne sera pas comme ça dans des cas de ferme, mais c'est un peu des ratios à la grosse maille que je vous présente. D'abord, on prend en compte la rémunération du personnel, comme dit, au prorata du temps passé. Si j'ai passé 10% de mon temps sur les essais, et évidemment, il faut le suivre, ce 10%, à ce moment, je prendrai que 10% de ma rémunération. Logique. Ensuite, les amortissements du matériel acheté neuf. De la même manière au prorata du temps passé. Si j'utilise mon matériel pour faire plein de choses, et notamment pour faire des essais, eh ben, je prendrai en compte que cette partie du temps-là. Troisièmement, un forfait qui va permettre de prendre en compte les charges associées au personnel et au matériel. Je prends un exemple. Mon essai nécessite de faire rouler un tracteur. Pour faire rouler un tracteur, ça ne nous aura pas échappé, il faut du gasoil. On ne va pas pouvoir déclarer le prix du gasoil, le coût réel. Par contre, il y a un forfait de 75% de l'amortissement qui est un équivalent de ce que ça aurait coûté. Autrement dit, dans ce crédit d'impôt recherche, on n'intègre pas le coût des semences qui ont permis de faire l'expérimentation,
Par contre, on intègre un forfait qui est censé être à peu près équivalent. Alors sur le 40%, il a évolué récemment, donc là aujourd'hui c'est 40, avant c'était 43. J'y reviens pas. Et puis, dernier élément, s'il y a des prestations qui sont faites par des entreprises agréées CIR. Donc typiquement, si pour j'ai besoin d'analyse de sol. Les analyses de sol sont faites par un laboratoire. Cet laboratoire a un certain agrément. À ce moment, je pourrais dire j'ai sous-traité au laboratoire et intégrer ça aux dépenses. Ou alors, si je suis en élevage bovin-lait, que je fais des essais qui sont liés aux caractéristiques du lait produit par l'élevage, les caractéristiques sont mesurées par le contrôle laitier. Le contrôle laitier est agréé CIR. On fait l'hypothèse, hein, il ne l'est pas toujours, mais il peut l'être. À ce moment, je vais intégrer cette dépense au crédit d'impôt recherche. Voilà. Il faut toujours vérifier, bien sûr, que c'est agréé CIR, donc ça ne se fait pas tout seul. Bon. Tout ça, tous ces montants-là que je viens de vous dire, on les additionne, ça fait ce qu'on appelle une assiette, c'est-à-dire un total équivalent de dépenses affectées à la recherche sur telle année, disons sur l'année 2025. Ça, on va en prendre 30%. Et l'État en remboursera 30% en crédit d'impôt. Ou bien pour les Outre-mer, sait-on jamais s'il y a des gens d'Outre-mer ici, c'est pas 30, c'est 50%. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Déjà 30, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, dernier point, c'est que là, ça, je vous le dis à grande maille, mais la réalité, c'est que pour le détail des calculs, et ça, je le dis beaucoup de 2 ans d'expérience à mettre ça en œuvre, il y a plus d'exceptions que de règles. C'est-à-dire, il y a des grandes règles, mais il y a plein, plein, plein de cas particuliers. Donc, soit on les connaît, soit on se fait accompagner, mais ça ne s'improvise pas complètement ce type de calcul. Euh, Voilà. Voilà pour l'aspect financier. On pourrait y revenir pour les questions. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. On y revient dans quelques diapositives. Ça arrive bientôt. Alors à présent, ça c'était l'aspect financier, mais qui dit financier dit qu'il y a quelque chose, dans quoi on dépense de l'argent. Il y a des actions d'expérimentation à la ferme. Bon, techniquement, qu'est-ce qu'on va regarder? Pour qu'on puisse prendre en compte des actions qui se passent à la ferme comme étant de l'expérimentation valable au titre du crédit impôt recherche, il faut vérifier, comme dit juste avant, 5 critères de Frascati. Je vais vous les énumérer et essayer de les expliquer de la manière la plus claire. Ça, dans le cas des fermes, parce que dans d'autres cas, on les expliquerait de façon un peu différente. Alors d'abord, il faut qu'il y ait des connaissances disponibles insuffisantes par rapport à ce que je veux faire. C'est pas seulement moi qui ne sais pas, moi qui ne suis pas assez formé, mais en fait, même si je me forme, même si je vais demander au conseiller, la connaissance n'existe pas pour mon contexte pédoclimatique. Peut-être que la connaissance existe pour un contexte tropical, mais si mon contexte n'est pas tropical, mais que, disons, il est en France métropolitaine, je ne pourrais pas répliquer la connaissance, c'est clair. Ensuite, il faut qu'il y ait dans ce qu'on fait le potentiel de créer de la connaissance, et de la connaissance explicite, donc que je pourrais partager dans un groupe. Si je crée de la connaissance, mais qu'elle est purement tacite juste dans ma tête, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, c'est beaucoup comme ça que ça se passe, mais par contre, c'est pas éligible. Ça ne peut pas, parce que l'État favorise le partage de la connaissance, le fait d'avoir une connaissance explicite. Ensuite, donc connaissance indisponible, il faut que pour créer ces connaissances, pour répondre à mes objectifs de transformation de la ferme, je fasse face à une incertitude majeure concernant le résultat. Donc concernant par exemple le nouvel itinéraire technique que je suis en train de développer, concernant le nouveau type de rotation, je ne peux pas dire à l'avance du tout ce que ça va être. Si en gros au départ de l'expérimentation, je peux dire ok franchement je pense que ça va être ça quoi. C'est pas sûr à 100% mais à 95% ça va marcher comme ça. C'est pas de l'expérimentation. Là on est dans quelque chose de, en tout cas c'est pas valable au titre du crédit impôt recherche. Il faut qu'il y ait cette vraie incertitude. Et puis, il faut qu'il y ait l'incertitude sur le temps que ça va nous prendre. Est-ce qu'en une année, je vais trouver? Est-ce qu'en 3 années, je vais trouver? Est-ce que je vais jamais trouver? Voilà. C'est ça, cette démarche de développement expérimental. Ensuite, il faut qu'il y ait quelque chose de créatif, d'original. C'est-à-dire, si les pratiques que je mets en œuvre sont très conventionnelles, au sens, c'est du très classique par rapport à ce qui se fait dans plein d'autres fermes de ma région et autour, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans quelque chose de créatif et d'original. Si par contre, ça diffère de manière plus ou moins importante de ce qui se fait ailleurs, alors on entre dans ce contexte-là. C'est pas évident à évaluer, hein. Est-ce que c'est créatif, est-ce que ça ne l'est pas? Là, je vous dis à grande maille, mais c'est toujours un travail d'interprétation, d'explication pour expliquer est-ce que ça l'est, est-ce que ça ne l'est pas. Critère suivant, il faut que ce soit systématique, ce que je mets en œuvre. Là, je vais prendre l'exemple du carnet de laboratoire, mais entre guillemets, parce que c'est pas un laboratoire la ferme. Mais il faut qu'il y ait une démarche un peu similaire, c'est-à-dire quelque part où j'écris en lien avec mes expérimentations ce que je fais, ce que j'observe. Alors ça peut être ce que j'observe au test bêche, ça peut être ce que j'observe quand l'outil rentre dans le sol, ça peut être ce que j'observe quantitativement quand je fais telle ou telle mesure ou la méthode Merci.
Voilà, ça peut être tout ça. Et puis enfin, je note, bah, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que c'était mes hypothèses? En gros, j'ai une démarche où j'écris, je ne suis pas en train de reconstruire tout à la fin, mais petit à petit, j'essaye de noter pour me souvenir ce qu'il s'est passé. Et ça va aider à avoir une démarche rigoureuse. Donc ça peut aider dans beaucoup de cas à transformer sa ferme, à bien comparer. Donc c'est pas qu'un bénéfice pour bénéficier du financement. Et puis le dernier point, il faut que ce soit transférable ou reproductible, la connaissance que je crée. Pour faire simple, disons que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un partage explicite des résultats des essais. Soit ça peut être au sein d'un groupe d'agriculteurs, soit ça peut être parce que c'est un projet que je fais avec la chambre d'agriculture, soit ça peut être parce que je suis en collaboration avec tel labo, etc. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait du transfert, ou au moins qu'il y ait potentiel de transfert. Alors sachant que, cas particulier, parfois on peut vouloir déposer un brevet. J'ai jamais observé ce cas jusqu'à aujourd'hui dans une ferme, mais à la limite c'est possible. Auquel cas, il faut que ce soit transférable et non pas seulement transféré. Mais je ne m'étends pas là-dessus, parce que c'est plutôt rare en pratique. Enfin, dernier point, c'est pas un critère officiel que je vais vous dire, mais c'est un point qui est tout le temps regardé, donc qui est primordial. Euh, Ce chercheur, cette chercheuse là dont on est en train de parler quand on parle d'agriculteur-chercheur, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, il faut dire que c'est très important. C'est pas un chercheur ou une chercheuse au sens de l'INRA. Il est clair que c'est pas le même métier. Le chercheur académique, il va publier des papiers, il va aller à des colloques de recherche. L'agriculteur qui bénéficie du crédit impôt recherche à sa ferme, généralement, sauf exception, ne fait pas tout ça. Tant il a le droit d'en bénéficier. Non, il y a un sens juridique à chercheur-chercheuse. Le deuxième point, c'est nécessaire pour le projet. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir crédit impôt recherche, il faut qu'il y ait une personne, et je vais dire ensuite ce qui compte pour qu'on puisse la dire, il faut qu'il y ait une personne qu'on puisse dire chercheur ou chercheuse au sens juridique, et non pas au sens académique. Alors, troisième point, c'est est-ce qu'il y a des conditions de diplôme pour pouvoir être appelé comme ça, pour pouvoir en gros bénéficier de ce financement-là? La réponse, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de conditions de diplôme. Par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour rentrer dans cette case. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau M2. Alors, évidemment, ça peut faciliter, ne serait-ce que pour être plus rigoureux dans sa démarche. Mais ça n'est pas nécessaire. Par contre, il faut qu'il y ait une personne qui soit capable et qui soit reconnue capable de réaliser des essais. Sachant que, par exemple, en BTS agricole, on est souvent formé à faire des essais systèmes ou des essais factoriels. Donc ça, voilà, c'est des choses qui peuvent compter. Mais en tout cas, on doit pouvoir démontrer que on est capable de faire des essais. Et ça va passer par plein de choses sur lesquelles je reviendrai. Dernier point, il faut que cet agriculteur-chercheur, au sens juridique, il soit autonome. Ça veut dire, si c'est, disons, une entreprise ou un laboratoire qui lui dit, tu fais ça sur ta parcelle, voilà, tu fais toutes ces actions-là, et à la fin de l'année, tu me remontes les données, et moi j'analyse. Là, il n'a pas fait de la recherche. C'est très bien, il participe à d'autres projets. Par contre, sur sa ferme, c'est pas lui qui a décidé, il était exécutant. En revanche, s'il a construit un projet avec la chambre d'agriculture et que dans ce projet, ils ont discuté ensemble de ce qui allait être mis en œuvre, ils ont regardé ensemble comment on allait le faire, pourquoi on allait le faire, à ce moment, il a eu un rôle. Autrement dit, l'agriculteur doit être autonome dans sa réflexion. Par contre, il ne doit pas être indépendant, il peut être en lien avec d'autres. Et généralement, c'est même souhaitable, et c'est souvent le cas, qu'ils soient en lien avec d'autres pour faire tout ça. Voilà. Alors, c'était le dernier. Alors, je vais prendre un cas concret avant de venir aux questions. Ça répondra peut-être à des questions que vous vous posez. Alors, il y a trois situations de départ. Disons, une agricultrice qui se dit, bah, moi, je développe des pratiques nouvelles. Ou qui se dit, je fais partie d'un groupe d'agriculteurs pionniers. Et donc, d'une certaine manière, il y a des chances que je le sois aussi. Ou bien qui se dit, bah, je me reconnais dans la démarche que j'ai décrite tout à l'heure en début de présentation. Bon, à ce moment, cette personne va se poser une question très concrète. Est-ce que je suis éligible au crédit d'impôt recherche? Et dans ce cas-là, alors ça n'engage que moi ce que je dis, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est pas intuitif pour les fermes de comment ça marche. Donc, ce qui est plus simple, c'est de prendre contact avec un organisme ou un autre qui va pouvoir m'accompagner sur mon cas particulier. Et je dis bien mon cas particulier parce qu'en fait, le cadre, il est assez souple. Il y a 5 critères, mais c'est des critères qui marchent pour des startups, pour des grands groupes, pour des fermes, pour toutes sortes de choses. Donc ensuite, il faut au cas particulier les lire, ces critères. Bon, étape suivante. Il y a des questions qui vont être posées à l'agricultrice en question. Bah, d'abord, est-ce que c'est réellement nouveau ce qu'elle est en train de faire? Et ça va être dans la discussion où l'agricultrice pourra dire, ah oui, en fait, il n'y a personne qui le fait dans les
200 km, 500 km à la ronde, c'est déjà un indicateur. Ensuite, est-ce que c'est documenté? Ou est-ce que on a tout retenu de tête, mais à la fin, on a un peu tout oublié? Évidemment, c'est important. Est-ce que le temps passé a été documenté? Est-ce qu'on peut dire, voilà, là j'ai à peu près, ou retrouver d'une manière ou d'une autre, retrouver le temps que j'avais passé sur telle ou telle chose? Sachant que ça, généralement, on ne va pas le noter le temps qu'on passe aux essais tant qu'on n'a pas d'incitation financière à le faire. Et puis enfin, est-ce qu'il y a des dépenses éligibles? Parce qu'une ferme qui ferait tout ce projet-là, mais qui ça lui coûterait rien, d'une certaine manière, tant mieux pour elle, mais par contre, il n'y aura pas de crédit d'impôt recherche. Pour se poser ces questions, chez Layton et chez d'autres, ça se passe sans doute différemment. Mais en tout cas, chez Layton, c'est généralement d'abord 20 minutes d'appel pour cadrer à première maille ce que ça va nécessiter, s'il y a quelque chose ou pas. Ensuite, c'est 2 heures d'audit. Et puis après, il faut transmettre les documents qui vont permettre de justifier en pratique et de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis rapidement, mais c'est, s'il y a matière à déclarer, les documents sont rédigés généralement par la structure qui accompagne, sauf si l'agriculteur souhaite être autonome. C'est transmis, les éléments déclaratifs sont transmis au comptable, et puis les justifications demandées par l'administration fiscale seront transmises pour toutes les années qui suivent. Ça, chez Layton, mais chez les concurrents, je n'en sais rien, mais chez Layton, ça coûte 4 500 € hors taxe à la perception, dans la majorité des cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les fermes, elles ne doivent pas payer ce montant au moment de la déclaration, mais le jour où elles perçoivent le crédit d'impôt recherche. Ça, c'est important parce que sinon, comme ça peut prendre un certain temps pour l'obtenir, ça ferait de la trésorerie à utiliser. Là, ça évite cette question de trésorerie. Voilà. Alors ça, c'est la boucle quand il y a un projet à déclarer, mais peut-être que arrivé à l'étape 2, on va se dire, ah bah non, finalement, j'ai pas de documentation. Ou alors, ah bah j'ai aucune dépense éligible. Ou voilà. Donc là, peut-être que je vais faire évoluer ma démarche, que l'agricultrice va décider de faire évoluer sa démarche, que ce soit plus de rigueur, être dans des groupes, toutes sortes de choses. Et on revient à l'étape 1, et peut-être que l'année suivante, comme ça aura évolué la façon de faire, on pourra bénéficier d'un tel montant. Voilà. Ça, c'est en quelques mots, la façon dont ça peut se passer dans des cas très concrets. Après, mais tout en rappelant que, sincèrement, tous les cas sont particuliers, donc c'est pas facile de faire de généralité sur ces choses-là. Avant de passer au regard critique, je pense qu'il y a un moment de questions. Des questions à la fois du chat, mais peut-être que vous souhaiterez poser oralement. Lucie, est-ce que tu as vu quelque chose? Ou Anne-Gaëlle? Ouais, merci Paul-Édouard. Alors, il y a déjà une question sur le fonctionnement pour les CUMA et notamment les investissements. Est-ce qu'une Mhm. CUMA serait éligible? Oui. Alors, deux manières de répondre à cette question. Mais j'y serai revenu un peu plus tard, mais deux manières d'y répondre. La première, c'est, supposons, une agricultrice fait des essais dans sa ferme, elle a une partie de son matériel qui est en CUMA. Le matériel qui est en CUMA, du moins tel qu'on le regarde aujourd'hui, n'appartient pas à la ferme. De cette manière-là, la ferme n'a pas d'amortissement dans sa comptabilité, et donc elle ne peut pas intégrer ce matériel. Donc ça, évidemment, c'est une limite, hein. On reviendra sur le regard critique. Donc, autrement dit, la ferme ne peut pas déclarer le matériel qui est en CUMA. Deuxième question, est-ce qu'une CUMA elle-même peut déclarer un crédit d'impôt recherche? Là, il s'avère que pour des raisons, et c'est sans doute très pratique, mais les CUMA ne sont pas des structures imposables. Du moins, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, dans la majorité des cas, elles ne sont pas imposables. N'étant pas imposables, elles ne peuvent en particulier pas déclarer de crédit d'impôt, ni de crédit d'impôt recherche, ni d'autres types. Donc, il faudrait, entre guillemets, une CUMA imposable pour pouvoir déclarer un crédit d'impôt recherche. Ou il faudrait un arrangement autre, mais en l'état, dans la majorité des cas, c'est pas possible. Après, il y a d'autres avantages fiscaux au fait de ne pas être imposable, hein, donc c'est pas négatif. Mais par contre, sur ce plan-là, voilà la réponse. Merci. Et je vois que Juliette, qui a posé la question, a aussi la main levée. Donc peut-être que tu avais envie de préciser ta question. Oui, merci. Oui, ma question, c'était vraiment pour les investissements, pas si une CUMA portait un crédit d'impôt recherche, parce qu'en effet, les CUMA ne sont pas imposables. Et ce que j'aurais voulu savoir pour préciser un peu, c'est est-ce que donc les engagements, le capital social et les factures de CUMA peuvent rentrer dans ce dispositif? Il n'y a pas que l'investissement. Alors, euh, jusqu'à aujourd'hui, dans les dossiers de crédit d'impôt recherche pour des fermes qui sont faits par le cabinet Layton, ça n'est pas la stratégie qui a été retenue du tout. Est-ce que ce serait possible juridiquement?
il y a peut-être un élément à étudier. Jusqu'à présent, ce n'est pas ce que les avocats fiscalistes disent. Donc globalement, la réponse, c'est plutôt non, c'est pas possible. Mais maintenant, d'une certaine manière, il y a de la latitude comptable. Donc peut-être que avec un type de montage qui n'est pas encore imaginé, ça serait possible. Mais là, il y a quelque chose à imaginer parce qu'en l'état, pour une ferme qui aujourd'hui voudrait faire ça, c'est pas du tout possible. Voilà. Les factures CUMA ne sont pas prises en charge, En fait, pas pris ce en qui est pris en compte. charge, c'est soit essentiellement c'est les montants de personnel ou le matériel. Ou alors, sauf si. Mais non, mais la CUMA ne peut pas être agressive puisqu'il faudrait qu'elle déclare un crédit d'impôt recherche. Non, mais c'est pas la CUMA Non, là, c'est les adhérents. Si les adhérents, ils oui, reçoivent en fait tous les adhérents, oui, quand ils utilisent le matériel de la CUMA, ils reçoivent une facture de l'utilisation du matériel. Cette oui. facture-là, Non, cette facture-là, il n'y a aucune raison qu'elle puisse être prise en compte. Il faut que ce soit du matériel amorti ou du personnel. C'est les deux catégories qui font qu'on peut prendre en compte. Les factures autres, on ne les prend pas en compte. Je prends un autre exemple. Si jamais je suis un laboratoire de recherche, j'utilise un logiciel de simulation de ceci ou cela. Ce logiciel, je le paye tous les ans pour X milliers d'euros. Je ne peux pas le déduire, ces X milliers d'euros. Donc ça, c'est un autre cas qu'on trouve. Donc là, ça me semble être l'analogue de ce qu'on était en train de se dire. ouais, ouais, c'est plus clair. Merci. J'aimerais bien pouvoir répondre oui, hein, mais là, franchement, jusqu'à aujourd'hui, non. Et y compris sous forme de prestation. Bah, en fait, si c'était une prestation, il faudrait que la CUMA soit agréée CIR, et pour que la CUMA soit agréée CIR, Ok. il faudrait qu'elle déclare un crédit d'impôt recherche, ce qui n'est pas possible puisqu'elle n'est pas imposable. Donc, comme dit, aujourd'hui, personne n'a trouvé de montage permettant de prendre en compte les CUMA. Après, c'est pas dit qu'à l'avenir, quelqu'un n'imagine pas quelque chose, parce que ça serait logique en même temps de pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ok. Et ça fait un peu écho à la question de Pierre-Étienne qui demande si les prestations extérieures à l'entreprise peuvent être prises en compte. Je crois que la question a été posée juste avant que tu en parles un peu Oui. davantage. Pierre-Étienne, peut-être nous dire est-ce que tu as besoin de précisions supplémentaires là-dessus? Non, en fait, la réponse a déjà été donnée Ouais. par Paul-Édouard, hein, donc il faut que le prestataire soit agréé CIR. Donc, Voilà. si après on peut nous expliquer en quoi ça consiste cet agrément, ce serait intéressant. Alors, à titre personnel, j'ai jamais fait d'agrément CIR, donc je ne peux pas vous expliquer comment faire. Je sais que le cabinet Layton fait des agréments CIR. Moi, à titre personnel, j'en ai jamais fait. Donc, je ne peux pas vous dire dans le détail. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que, effectivement, aujourd'hui, c'est assez rare finalement les entreprises agricoles prestataires de ferme qui sont agréées CIR. Et pourtant, si c'était plus fréquent, il y aurait souvent des dépenses qu'on pourrait déduire. Et le cas typique dans lequel ça va être possible, c'est une entreprise, disons le contrôle laitier par exemple, qui va avoir son propre laboratoire, qui dedans va faire ses propres essais, donc qu'entre guillemets l'État reconnaît comme capable de faire des essais, et ben eux ils pourront faire de la prestation de mesures expérimentales pour d'autres telles que des fermes. Donc, globalement, c'est ça le schéma. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans ce type d'organisme aujourd'hui, donc on va dire para-agricole, n'hésitez pas à vous faire agréer CIR si vous avez déjà du crédit impôt recherche et à le dire aux agriculteurs et agricultrices concernés, parce que ça peut changer beaucoup pour leur déclaration. Et c'est pas très connu aujourd'hui. Ok, merci. Pierre-Étienne, toujours avec une question sur comment est-ce que ce serait possible de cumuler une subvention CASDAR, donc issue du ministère, et un crédit d'impôt recherche? Alors, si on reste vraiment en se concentrant sur les fermes, à ma connaissance aujourd'hui, je ne connais pas de ferme qui ait bénéficié d'une subvention CASDAR. Donc ça, c'est une première chose. Alors, si c'est un autre type d'entreprise, maintenant, comment ça marcherait? On fait l'hypothèse que ce soit possible. Qu'est-ce qui se passerait? C'est la question des subventions. Comment est-ce qu'on prend en compte les subventions dans le... Qu'est-ce qu'on va déduire en gros de cette assiette de crédit impôt recherche? Si on prend en compte dans le crédit impôt recherche, disons une moissonneuse, qu'on a bénéficié pour cette moissonneuse d'une subvention de 50% du montant total. On devra retirer de l'assiette le montant amorti de la subvention pour l'année concernée. Donc on va déduire la subvention, entre guillemets. En particulier, si on a et de la même manière, si on a une subvention pour le même projet de recherche, alors on doit déduire cette subvention de recherche, ce financement CASDAR de l'assiette du crédit impôt recherche. Ce qui est normal parce que sinon l'État financerait deux fois la même action.
Par contre, si jamais je suis financé sur ma ferme pour des haies, par exemple, pour implanter des haies, mais que par contre, dans mon projet, je n'ai aucune dépense liée à ces haies qui ont été intégrées. Mes dépenses, c'est du tracteur, c'est du temps passé, c'est ce genre de choses. À ce moment, je ne vais pas déduire la subvention, puisque la subvention n'était pas, enfin, le matériel n'était pas intégré à l'assiette du crédit d'impôt. Et ça, quand bien même, mon expérimentation a un lien avec des haies, par exemple parce que je fais une expérimentation sur la faune en bord de champ, en bord de haies. Voilà. Donc, et donc, j'ai vu une question dans le chat par rapport au PSE. Tout dépend. Si c'est un PSE pour expérimentation à la ferme, peut-être, et que c'est un PSE d'origine publique, peut-être qu'il devrait être déduit. Si c'est un PSE purement privé, j'ai jamais vu le cas, je ne pense pas qu'il doive être déduit. Et si c'est un PSE pour quelque chose ou une MAEC, quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet de recherche, ou qui est assez éloigné, il n'y a pas de raison de le déduire non plus. Ok, donc a priori un cofinancement est possible, mais en déduisant du coup le C'est bien ça. montant total du crédit d'impôt recherche. Ouais. Ok, on avait aussi une question pour savoir est-ce que la première phase d'accompagnement, donc ici notamment par Layton, est-ce qu'elle est gratuite? Alors oui, la première phase d'accompagnement en fait, tout ce qui est gratuit aujourd'hui chez Layton pour un accompagnement crédit d'impôt recherche pour une ferme, c'est jusqu'au moment où on va dire oui j'y vais ou j'y vais pas, c'est en ayant le montant, en connaissant le montant qui va pouvoir être déclaré. Donc au début, l'audit, le chiffrage et ces éléments-là ne sont pas payants pour l'agriculteur parce que finalement il ne sait pas encore s'il va y avoir quelque chose. Par contre, une fois qu'il s'est engagé, une fois qu'il a dit oui, je veux y aller, là, il s'engage pour la suite à être accompagné et à aller jusqu'au bout de la procédure, d'une manière ou d'une autre. Ça, Ok, c'est chez Layton. Donc, chez d'autres, je ne sais même pas s'il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres concurrents, mais je ne les connais pas particulièrement. Chez d'autres, c'est peut-être un autre procédé, je ne sais pas. ok, ça marche, merci. En tout cas pour Layton, c'est ce qu'on peut noter. Euh, Si une même expérimentation se poursuit sur plusieurs années, est-ce qu'on doit reposer le même dossier ou est-ce qu'il y a des évolutions nécessaires? Tous les ans, on doit déposer un dossier, enfin, qui explique l'expérimentation qui a été faite sur l'année civile concernée. Autrement dit, même si c'est très similaire, d'abord peut-être que, ok, on fait les mêmes actions, mais en pratique, on va apprendre des choses différentes, parce que la première année, c'était une année de sécheresse, la deuxième, elle était hyper humide. Donc d'abord, les connaissances créées vont être différentes, même si les actions sont similaires. Et ça, c'est quand même quasiment toujours le cas. Et ensuite, on doit toujours redéposer un dossier. Et en fait, dans tous les cas que j'ai vus, en réalité, les choses sont un peu différentes d'une année à l'autre. Parce qu'on a appris de l'année précédente, donc on fait quelque chose de légèrement différent. Et même si on a fait exactement la même chose, il faut quand même réexpliquer. Ok. Alors, peut-être aussi, on a quelqu'un qui a la main levée, je vois pas le nom, mais pour changer un petit peu, on peut prendre la question de D. Voilà, c'est l'image que j'ai là parce que j'arrive pas à afficher le nom. Monsieur ou Madame Duquet, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On vous écoute. Si vous êtes Bon, en toujours attendant, vivant. on va prendre la question de Pauline. Le crédit d'impôt recherche s'applique-t-il à des recherches transversales au sein d'une ferme, du sol au produit fini? Ou s'arrête-t-il uniquement aux enjeux agricoles purs? Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt une question d'échelle. Est-ce qu'on reste sur de la Oui. technique agronomique à l'échelle de la parcelle ou est-ce que ça peut aller sur Alors, d'autres types comme dit, le crédit d'impôt recherche, ça marche pour toutes sortes d'entreprises. Depuis la start-up qui fait de l'intelligence artificielle, le labo pharmaceutique, la ferme. Donc, il n'y a pas ce type de contrainte de savoir est-ce que c'est telle échelle, est-ce que c'est telle autre échelle de la ferme. Ça, c'est pas du tout un critère. Le critère, c'est qu'on vérifie qu'on vérifie les 5 critères de Frascati que je vous ai énoncés. Par contre, le point d'attention, c'est il faut faire la nuance entre recherche et innovation. Donc, il y a le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt et innovation. Crédit d'impôt innovation, entre guillemets, c'est un peu moins expérimental, c'est quelque chose d'un peu moins nouveau. Par exemple, par contre, on propose des produits vraiment nouveaux. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est autre chose. Donc globalement, il n'y a pas de question d'échelle, mais attention, dans certains cas, surtout quand c'est une question de produit fini, ça peut être une question de crédit impôt innovation plutôt que crédit impôt recherche. Donc ça, c'est une question à poser si vous faites l'accompagner pour le sujet.
Ok. Et la suite de la question, c'est est-ce qu'il est possible de dédier partiellement un salarié de la structure sur ces sujets? Et puis, il faut bien qu'il y ait les labos qui viennent faire des prestations qui soient agréées CIR. Mais s'il n'est pas agréé et qu'on a besoin d'analyse, comment est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, d'abord, si on fait des analyses auprès d'un laboratoire qui n'est pas agréé, ça ne pourra pas être déduit. Voilà, on a besoin des analyses, on les fait, on les fait. Par contre, ça ne pourra pas être déduit. Par contre, monsieur ou madame Duquet, on revient à vous juste après. Donc, première chose, l'analyse, on ne pourra pas la déduire si jamais c'est pas agréé CIR. Ça, c'est une chose. Donc, il faut dire au prestataire, faites-vous agréer CIR, sinon ça m'embête. La deuxième chose, pour l'accompagne... Attends, c'était quoi l'autre question, Lucie, par contre? Pardon, j'ai oublié. C'était, est-ce qu'on peut dédier partiellement un Ah oui, oui, salarié c'est bon. pour ce sujet de recherche? Alors, je vais même aller plus loin en disant, c'est un peu souhaitable quand on peut se le permettre. Et on peut se le permettre une fois qu'on est financé pour, c'est-à-dire qu'on a le crédit d'impôt recherche. J'ai Et une peut-être je agricultrice... t'arrête pour fusionner Ouais, avec la question ouais. suivante, mais est-ce que le personnel qui peut être pris en compte dans les factures CIR, ça peut être le gérant de l'exploitation ou est-ce que c'est uniquement des salariés? Oui, j'intègre cette question-là. Euh, une agricultrice qui m'a dit récemment, si j'avais su au début de mes essais que j'allais pouvoir bénéficier de ce financement, j'aurais embauché au moins un alternant de dernière année d'école d'ingénieur pour pouvoir faire ces expérimentations, que lui fasse beaucoup de biblio, qu'il soit à plein temps sur faire les mesures, etc. Et financièrement, j'aurais pu le faire parce que j'avais ce crédit d'impôt. Et si on fait ça, c'est entre guillemets gagnant-gagnant parce que on va être beaucoup plus solide dans la démarche. Qui dit beaucoup plus solide dit qu'on aura un dossier beaucoup plus solide. Donc ça sécurise la déclaration pour les années suivantes, etc. Donc je dirais même, si on peut se le permettre, c'est plutôt recommandé de consacrer du temps vraiment à faire des mesures et à être rigoureux dans ce qu'on fait. Que ce soit le temps d'un salarié dédié à temps partiel ou bien le temps du gérant. Et pour revenir à la question du gérant, on peut intégrer le gérant, alors ça dépend. S'il est travailleur non salarié, qu'il a une rémunération de gérance, à l'impôt sur le revenu, là c'est particulier, on peut pas intégrer sa rémunération, mais on a droit au forfait des 40%. Donc il y a quelques particularités, et pour le gérant, en général, c'est un peu plus difficile. Mais on peut quand même intégrer quelque chose. Ok, merci. Est-ce que le développement expérimental peut être commandé par un institut de recherche qui manque de terrain d'expérimentation et qui a besoin de tester chez l'agriculteur? Et puis, je Alors, vais fusionner ouais. aussi la question, parce que je sais qu'on en a déjà parlé de ça, mais quelle est la place des conseillers, accompagnateurs techniques? Est-ce que l'agriculteur gère tout seul en direct avec le cabinet Layton ou est-ce qu'il peut se faire accompagner? Alors, très bonne question les deux. La première, euh, un projet collaboratif entre l'INRA et l'agriculteur, ou l'agricultrice, c'est très possible. Il n'y a aucun souci pour ça. Par exemple, on va avoir un projet collaboratif pour définir les bons protocoles d'essai, pour faire les bonnes mesures, pour partager les données, partager les résultats. Mais attention, si c'est juste un chercheur de l'INRA qui a envie de parcelle et qui va dire à l'agriculteur tu fais ci, tu fais ça, l'agriculteur est exécutant, il n'a pas de fonction qui puisse être éligible au crédit d'impôt recherche. Et il faut être très attentif à ça, c'est pas juste une affaire de mots, parce que l'administration fiscale est particulièrement attentive dans le cas de ce type de collaboration à savoir qui est réellement à l'initiative de la recherche. Donc il faudra pouvoir prouver de manière solide que l'agriculteur n'est pas simple exécutant, qu'il a un vrai rôle. Et ça, là on dit INRA, c'est pareil si c'est une chambre d'agriculture. Il faut vraiment qu'il y ait un travail avec l'agriculteur pour pouvoir bénéficier de ça. Si c'est la chambre qui prend qui entre guillemets emprunte la parcelle pour faire ses propres essais, c'est très bien, c'est un très bon montage, mais c'est d'autres types de financement que le crédit d'impôt recherche. Alors, quelle est la place des conseillers accompagnateurs techniques agro? Ils peuvent très bien travailler avec l'agriculteur, avec l'agricultrice, à la définition des protocoles, à la construction des essais, mais attention encore, il faut que l'agriculteur joue un vrai rôle dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il ne soit pas juste en train de, entre guillemets, recevoir la connaissance. On dit bien que c'est l'entreprise qui fait de la recherche dans ce cas-là. Maintenant, une entreprise, disons Renault, qui veut faire de la recherche sur tel sujet dont elle n'a pas l'habitude, elle peut se faire conseiller par des experts externes. Elle peut leur demander ça, ce sera tout à fait audible, c'est normal. Mais par contre, il faut que ce soit en lien. Et en revanche, pour ce qui est du lien avec le cabinet Layton, c'est chaque entreprise qui doit déclarer un crédit d'impôt recherche. C'est à l'échelle de l'entreprise que ça se fait. Donc il peut y avoir des discussions
qui intègre le conseiller, le technicien, ou autre, ou la coop, ou la chambre. Il peut y avoir toutes sortes d'éléments partagés. Par contre, au final, c'est l'entreprise qui fait la déclaration. Donc, in fine, il y a vraiment des éléments qui ne vont concerner que l'entreprise. D'autant plus qu'une ferme, ça c'est un cas que j'ai souvent vu, elle va faire tel essai avec la chambre, tel autre essai avec l'INRA, tel autre essai encore avec des voisins de tel groupe, de tel GI2E, et elle va déclarer un crédit d'impôt recherche pour tout ça, si c'est éligible, bien sûr. Donc au final, c'est pour chacune de ces choses, c'est la perspective de la ferme qu'il faut avoir dans ce cas-là, de l'entreprise elle-même. Peut-être, monsieur ou madame Duquet, on peut revenir Ouais. à cette main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, merci pour le webinaire. Ma question, bon, elle portait, on adhère à un GI2E, et puis on a donc en zone d'élevage avec avec des réflexions communes du sol, plante, à l'animal. Et puis bon, là, en projet, sujet d'actualité par rapport aux évolutions climatiques. Et je voulais savoir comment on pourrait articuler le CIR avec une réflexion collective au niveau du GI2E qui sont partagés et puis qui portent sur le même sujet, quoi. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un projet collectif au niveau du GI2E et puis qui soit décliné après dans chaque ferme? Oui, alors ce que vous me dites là, c'est même souhaitable. C'est-à-dire, Ouais, je vous ai dit, il y a un critère de transférabilité. Le mieux, c'est quand ça se fait à plusieurs, on va réfléchir à plusieurs au protocole, et puis ouais. après, on va chacun décliner pour sa ferme, parce qu'au moins, on aura un matériel différent, donc nécessairement, on ne fera pas tout à fait la même chose pour chaque ferme. Et ensuite, on partage les résultats, on discute des analyses au sein du groupe. Et ça, Mhm. c'est le meilleur cas, parce que ça veut dire qu'on construit les choses à plusieurs. Par contre, il faudra être clair que la déclaration ne pourra se faire qu'à l'échelle de la ferme. Oui, Parce que, ça, j'ai comme bien dit, compris, oui. c'est une entreprise. Mais oui, Mhm. ce que vous me dites là, c'est même plutôt un bon point pour un dossier d'avoir cette démarche-là vraiment construite à plusieurs. Et Donc, même, donc, le GI2E peut être financé pour de l'animation. L'animateur ou l'animatrice peut aider à avoir vraiment des protocoles bien rigoureux. Et ça, c'est un montage auquel on a droit aussi, bien sûr, de travailler ensemble. ouais, donc, dans quel cas, par exemple, là, on monte un projet on a une trame qui est collective au départ dans la réflexion, et puis Oui, après, elle se décline en individuel sur chaque ferme. voilà. Bah ça, c'est le D'accord. cas, entre guillemets, typique, le bon cas typique, dans lequel qu'on peut prendre en compte. Enfin, après, il faut regarder le détail de chaque ferme, hein. Mais c'est typiquement la chose, on va se dire, ah, moi je vais me dire, si jamais je fais un dossier, ah, c'est positif. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir aller explorer, il y aura ce critère-là qui sera bon. Et puis, ça, c'est ce que je vous dis, crédit impôt recherche, mais au-delà de ça, si on revient à la démarche d'expérimentation, c'est toujours plus intéressant d'expérimenter à plusieurs, parce qu'on partage les résultats, on mutualise les risques, on partage les idées, donc on va éviter de faire des erreurs, enfin ce genre de choses. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant sur ce plan-là. Oui, puis on a des moyens d'animation Mais collectif. oui, voilà. Mhm. Et d'animation, et parfois dans le montage du GI2E, on peut aussi avoir un peu de matériel. Donc ça Mhm. peut... Voilà. Merci. Alors Merci pour ces je vois une réponses. question. Peut-être on va Oui. prendre deux petites dernières questions pour se laisser le temps sur la suite. Mais est-ce que tu aurais un ordre de grandeur à nous donner sur ce que peuvent prétendre toucher les agris et s'il y a une variabilité, à peu près le seuil minimum, maximum, la moyenne? Mhm. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très forte variabilité, parce que et ça dépend non seulement des essais qui sont réalisés, mais de la ferme, de sa structuration juridique, de toutes sortes de questions diverses et variées. Donc d'abord, même deux fermes qui auraient l'air identiques, qui feraient les mêmes essais, potentiellement, il n'y a pas du tout les mêmes montants. Parce qu'il y en a une qui a acheté un matériel neuf, l'autre d'occasion. Enfin, vous voyez ce genre de cas. Donc ça, c'est première chose. J'ai des agriculteurs, maintenant si je peux vous dire les cas que j'observe, mais ce n'est pas des cas communs. J'ai des agriculteurs qui ont une déclaration à 50 000 € à l'année, dont ils doivent déduire notre facture. J'en ai, donc là, c'est des gros montants quand même. Enfin, gros, ça dépend pour qui, bien sûr, mais quand même. J'en ai d'autres, ils vont avoir 8 000 € à l'année, dont ils doivent déduire une facture de 4 500. Bon, là, c'est déjà un plus petit montant. Maintenant, ça reste encore intéressant, et puis pour les années à venir, ça pourra peut-être être plus. Ce qui est sûr, c'est que le minimum aujourd'hui, si on est accompagné par Layton, c'est 4 500 €. Parce que sinon, le prix de la facture de l'accompagnement est plus cher que ce que ça vous rapporte. Donc, il n'y a personne qui fait ce choix-là généralement, sauf posture inhabituelle. Donc voilà. La Ok. médiane, souvent, on va quand même être dans des montants, pour ceux qui décident de se faire accompagner, de l'ordre de 15 000 à 20 000 € par année.
Mais comme dit, ça dépend beaucoup des essais et de ce qui se passe. Donc vraiment, moi, je suggère de ne pas trop faire de cas général et de se questionner pour chaque ferme. C'est plus simple. Enfin, ça évite des erreurs plutôt et de se faire des faux espoirs. Ok, merci. Et au niveau calendrier, est-ce qu'il faut demander, enfin, quand est-ce qu'on fait cette déclaration de demande de CIR? Est-ce que c'est avant, après, pendant les expérimentations? Alors, on peut remonter pour faire ce type de déclaration 3 ans en arrière. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut déclarer jusqu'à ce qui a été fait en 2023. Maintenant, plus on remonte en arrière, plus on a tendance à avoir oublié ce qui s'est passé et avoir du mal à raconter. Donc, le mieux, c'est à la fin de l'année, si j'ai fait des essais, je vais voir la personne qui m'accompagne et on discute des montants potentiels, de est-ce que c'est éligible ou pas, etc. Et même encore mieux, au début de l'année, avant de faire des essais, j'appelle la personne qui m'accompagne sur ce sujet pour savoir est-ce que ça a des chances d'être éligible ou pas, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je ne fais ça, etc. Jusqu'au jour où je me suis habitué à ce dispositif et là, j'arrive à gérer moi-même ces questions. Mais franchement, c'est toujours a posteriori qu'on est financé, c'est pas avant d'avoir fait les essais, et c'est mieux de le faire juste après la déclaration, ça évite d'oublier ce qui s'est passé concrètement. Et ça, c'est vraiment retour d'expérience de faire des dossiers 3 ans en arrière, c'est toujours plus compliqué. Et souvent, on n'y arrive pas parce que on a oublié, quoi, et la documentation ne suit pas. Ok, merci. Et puis du coup, en comptant en année civile et pas forcément en année de cycle de production. Ah oui, c'est ça, c'est toujours année Euh, civile, donc par rapport aux années culturales, c'est un peu casse-pied, il faut tout recalculer. Mais ça, à la limite, c'est notre travail enfin, c'est le travail de Layton en tout cas, de correctement expliquer ça, si jamais il faut recalculer en année civile. ok. Est-ce que tu me confirmes que les exploitations qui ne sont pas imposables ne peuvent pas prétendre au crédit d'impôt recherche? Alors, il faudrait voir ce qu'est une exploitation non imposable. Attention, il faut qu'elle soit imposable, mais elle peut ne pas être imposée à l'année N. Donc, si par exemple, elle ne paye pas d'impôt parce qu'elle n'a pas assez de bénéfices, ça marche quand même. Par contre, ce qui ne va pas être éligible comme ferme, c'est les micro-BIC, ou non, ça va être micro-BA dans le cas des fermes, micro-bénéfices agricoles. Là, il n'y a pas de comptabilité propre chez le comptable, disons, par exemple, donc ça, c'est pas possible. Voilà, c'est exclu. Donc, effectivement, c'est un petit cas particulier pour les toutes petites fermes ou en tout cas les fermes qui font ce choix du micro-BA, là, c'est pas possible. Ok. Est-ce qu'on passe au regard critique? Peut-être que ça répondra à des questions, je vois le temps qui Oui, file. oui, oui, oui. Et juste si à la fin ou quoi, tu pourras nous donner un nom de GI2E pour éventuellement que certaines personnes puissent aller faire du lien et s'inspirer directement d'agriculteurs qui ont expérimenté le Mais crédit d'impôt recherche. on y reviendra à la fin. Alors, la question maintenant, c'est regard critique. On a déjà Ouais. abordé certains des points, donc je les passerai directement. D'abord, sur l'aspect financier. En gros, c'est quoi un peu les difficultés? C'est vrai qu'il y en a par rapport au crédit d'impôt recherche pour les fermes. Et je vous disais que l'écosystème agricole est en train de s'habituer au crédit d'impôt recherche pour les fermes. C'est pas encore complètement mature. La première, c'est d'abord, il faut une structure imposable. Donc, ça veut dire qu'une CUMA ne pourra pas, voilà, il y a une structure non imposable, ne pourra pas. Une organisation d'agriculteurs ou un GI2E ne peut pas non plus en déclarer parce que le GI2E n'est pas une structure imposable, par exemple, sauf exception. Deuxième cas, une ferme avec peu de dépenses et beaucoup de marge. Vous allez me dire, c'est très positif une ferme pareille. Mais s'il y a peu de dépenses, même s'il y a des essais, qui dit peu de dépenses dit peu de crédit d'impôt recherche puisque c'est des dépenses qu'on prend en compte. Donc là, c'est un peu la limite du système, voilà. C'est pas une subvention qu'on donne comme ça, c'est vraiment un autre modèle. Troisièmement, travailleurs non salariés, on en a un peu parlé tout à l'heure, j'y reviens pas, mais les montants sont un peu plus difficiles à prendre en compte. Le matériel, s'il est acheté d'occasion, on peut pas. S'il est déjà amorti, on ne peut pas non plus le prendre en compte. S'il est en CUMA, on ne peut pas. Et s'il est transmis dans certaines conditions, on ne peut pas le prendre en compte. En gros, quand on transmet sa ferme, si jamais l'ancien sirène est supprimé et il y a un nouveau sirène qui est créé, dans beaucoup de cas, le matériel sera considéré comme d'occasion par la nouvelle structure. Auquel cas, il ne sera évidemment pas éligible. Donc ça, c'est le comptable. Et ça, c'est voilà, il ne faut pas se louper sur la transmission de matériel entre disons, les parents et les enfants, par exemple, ou à la revente de la ferme, si on peut en bénéficier. Et puis, dernier cas, le périmètre, production vs recherche, ça c'est souvent une question qui se pose lors des discussions avec les inspecteurs, inspectrices fiscaux qui discutent des dossiers, c'est dire, bon, mais comment c'est possible qu'ils passent tout ce temps-là à faire de la recherche alors qu'il y a la production aussi? En fait, on est toujours un peu dans l'entre-deux pour les fermes, et ça distingue beaucoup de la R&D un peu classique, où finalement,
dans un grand groupe, il y a un service R&D qui fait de la R&D, quoi. Dans la ferme, c'est souvent à la fois du développement expérimental et en même temps une activité de production, parce qu'on va vendre ce qui est fait, on va commercialiser ce qui est produit. Bon, voilà, ça c'est un peu sur l'aspect financier, les limites qu'on va pouvoir trouver typiquement. Sur l'aspect technique maintenant, quelles sont les limites? Bah, la première, hein, alors c'est classique, la systématicité. Ça veut dire, d'abord, il faut que ce soit systématique, sinon ça ne peut pas marcher. On en a parlé tout à l'heure. Mais ensuite, certains qui vérifient les dossiers de crédit d'impôt recherche ont tendance à interpréter ce critère comme si la ferme devait coller aux normes de la recherche académique. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas réglementaire de demander ça. Dans la recherche académique, il y a un but assez différent de celui du développement expérimental ou de la recherche en entreprise de manière générale. Donc d'une part, il n'y a pas besoin de coller à ces normes, malgré ce que certains demandent parfois. Mais d'autre part, il y a un besoin, et c'est ça que le crédit d'impôt recherche vérifie, de créer des connaissances fiables à la ferme. Si jamais, et comment on sait que la connaissance est fiable, ou que c'est suffisamment systématique, si jamais ce que j'ai pris comme note me suffit à la fin de l'année à répondre à ma question de manière à peu près solide, et bien à ce moment c'est bon. Si par contre, à partir de ce que j'ai, je ne suis pas trop sûr, je ne peux pas vraiment dire, etc., ben là c'est que peut-être ce n'était pas assez systématique, il n'y avait pas assez d'éléments qu'on a suivis au cours des essais. Donc voilà, ça c'est toujours un enjeu hein, dans beaucoup de fermes, surtout quand on ne sait pas qu'on peut bénéficier du financement, ça prend du temps de prendre des notes, donc beaucoup ne prennent pas ce temps-là, mais en fait pour ce financement-là, il faut réellement passer par là. C'est le seul moyen. Le deuxième élément, transférabilité. Là le point c'est, certains inspecteurs, inspectrices fiscaux notamment, mais d'autres aussi, hein, demandent ou s'attendent à avoir les mêmes normes que pour la recherche académique. Or, il est clair que généralement un agriculteur ou une agricultrice ne va pas présenter un papier en anglais lors d'un colloque de recherche dans un autre pays, comme ça se passe souvent en recherche académique. Mais ce n'est pas ça qui est demandé officiellement. Et souvent, les entreprises qui font du développement expérimental ne passent pas du tout par cette case. Donc, il n'y a pas besoin de suivre ces critères, même si certains le demandent. Donc ça, c'est un peu limite que certains le demandent. Deuxièmement, par contre, c'est nécessaire d'avoir un groupe de pairs, c'est-à-dire au maximum de pouvoir être épaulé par d'autres agriculteurs, par des conseillers, par d'autres personnes dans les essais, parce que ça améliore la qualité des essais et ça améliore l'éligibilité. Et enfin, non, enfin rien du tout, ça j'ai déjà dit. Voilà. Ensuite, le troisième regard critique qu'on peut porter sur l'aspect profil de l'agriculteur. La notion de chercheur, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un point important de dire, ça n'est pas la même notion que le chercheur académique. C'est un terme juridique. Il ne faut pas faire un amalgame entre les deux, et il est clair que l'agriculteur-chercheur, par exemple, en tout cas celui qui bénéficie du crédit d'impôt recherche pour son entreprise, n'a pas vocation ni à remplacer, ni à suppléer, ni à faire la même chose que le chercheur académique. Ce n'est pas le même travail. Bon. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Comment on va le caractériser? Il y a ce que dit la loi, et ce que dit la loi, c'est que est chercheur une personne qui est capable de conduire un projet qui répond aux 5 critères que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire-là. L'interprétation de la loi, c'est que généralement, on va chercher des groupes de pairs ou des pairs qui pourront attester de la capacité de l'agriculteur à faire des essais. Alors ça peut être par exemple parce qu'on va demander une attestation à tel conseiller de la Chambre avec qui l'agriculteur fait des essais depuis 20 ans, tel conseiller qui lui aussi fait ses essais, d'attester que oui, c'est possible, il sait en faire. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on en fait ensemble. Ça peut être ce genre de choses. Ou ça peut être au sein d'un groupe, je pense à l'APAD par exemple, ou ce type ou un GI2E, ou ce genre de choses. Voilà, on peut se faire des reconnaissances qui disent on reconnaît que telle personne est vraiment capable d'expérimenter. Ou alors on peut montrer un diplôme type BTS agricole, pendant lequel on a appris à faire des essais, type ingénieur agronome, type plein de choses, selon les cas. Le deuxième point, c'est l'initiative de la recherche. J'y reviens très brièvement parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans les questions. Les attendus, c'est de pouvoir montrer que l'agriculteur a réellement l'initiative, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste exécutant de ce qu'il est en train de faire. Donc sont exclus tous les cas que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir un conseiller ou une COP qui dit à l'agriculteur « tu fais ça ». Non, il faut qu'ils aient travaillé ensemble. Mais c'est bénéfique sans doute pour les deux de travailler ensemble. D'autant plus que l'agriculteur, il est payé pour ça, travailler ensemble dans ce cas-là. Il a le crédit d'impôt recherche. Et puis, troisième point, il y a des cas limites. Quand il y a une collaboration, c'est pas toujours évident de dire qui a dit quoi à qui, etc. Donc c'est là qu'il faut essayer
de bien accompagner ça pour que ça puisse être éligible. Voilà. Sur le dernier regard critique, peut-être on va... Est-ce que je passe tout de suite? Je fais tout de suite la conclusion. Elle prend une diapositive et ensuite on va prendre les questions. Voilà. Le crédit impôt recherche test, ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est que c'est un financement pour expérimenter des approches nouvelles à la ferme et être plus rigoureux. Le point important pour dire ça dans le cas des fermes, c'est d'abord à qui est-ce que c'est destiné, celui-là? Dans le cas des fermes, c'est pour une ferme qui veut se transformer et qui veut innover dans sa manière de faire. Donc une ferme qui fait tout le temps la même chose, qui ne veut pas changer, elle a le droit, ce n'est pas du tout un souci, c'est bien, mais par contre, elle ne peut pas bénéficier de ce financement. C'est possible pour une ferme qui adopte une démarche scientifique, selon les critères qu'on a vus tout à l'heure. C'est enfin pour un agriculteur qui a la capacité à expérimenter, reconnu par les pairs, mais sans condition de diplôme obligatoire. Ça, c'est les points importants. Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte ce crédit d'impôt recherche? Pour des pratiques nouvelles, innovantes, non documentées. Si c'est la même chose que ce que fait le voisin, c'est pas nouveau, c'est documenté, c'est pas éligible. Par contre, ça peut l'être. Pour un projet individuel, ou alors parce que parfois, en fait, on n'a pas de pairs qui peuvent faire la même chose que nous, parce qu'on est hyper innovant, hyper pionnier, mais dans la majorité des cas, c'est préférable. Un projet avec un collectif, avec la chambre, avec la COP, avec toutes sortes d'autres acteurs. Enfin, c'est un financement qui permet d'abord, et c'est ça l'important, de prendre le temps de comparer, d'être rigoureux, de documenter, de partager. J'ai une agricultrice qui me disait la semaine dernière, en fait, je me permets de passer du temps à partager, à présenter les résultats de mes essais à d'autres, parce que je peux le justifier auprès de mes associés, parce que je suis payé pour ça finalement, parce que le crédit d'impôt recherche est là. Donc il me permet de trouver un remplacement pendant ces jours-là. Bon, voilà, ça permet de faire ce type de choses-là. C'est vraiment pour ce genre de démarche. Enfin, quoi? D'abord, le montant, on a dit, c'est 30% des dépenses matérielles et personnelles, a posteriori et tous les ans si le projet continue. C'est une incitation à dépasser ce qui est connu. Ce n'est pas un outil de défiscalisation. Ce n'est pas un don sans contrepartie. On a vu que je vous ai dit clairement, il faut réfléchir ça comme d'abord, je veux expérimenter, faire évoluer ma ferme, donc je vais être financé pour ça. Si je prends ça juste comme un moyen de défiscaliser, il y a toutes les chances que, in fine, je ne sois pas éligible. Ou alors, je défiscalise grâce à ça, mais j'en profite pour investir dans la recherche sur ma ferme, dans la création de connaissances pour me transformer. Et comme ça, je gagne sur tous les volets. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est quand même la réalité. Ça nécessite d'être accompagné parce que c'est assez complexe comme démarche. Donc, en tout cas, moi, je recommande. Après, chacun fait comme il le souhaite. Enfin, tout dernier point, pourquoi se lancer là-dedans? D'abord parce que ça permet d'amplifier les essais, de s'adapter face au changement climatique, et ça, c'est des cas que j'observe très concrètement dans les fermes que je rencontre pour ma thèse. Ensuite, parce que ça permet de monter un projet entre des agriculteurs, la chambre, la COP. Dans beaucoup de cas sinon, en fait, l'agriculteur, c'est le seul à pas être financé pour ce type de projet. En tout cas, ça peut l'être. Tous les autres sont payés pour faire les essais, et lui, il n'est pas payé pour ça. Ça, c'est un moyen qui permet d'apporter un peu d'argent dans le système. Donc, ça facilite les projets collaboratifs entre tous ces acteurs. Donc ça, je le dis pour toutes les personnes qui sont là, autant agriculteurs que d'autres, de chambres, de COP ou autres, ou de CUMA ou autres. Réfléchissez-y, ça permet dans vos collaborations de financer l'agriculteur, et à moindre coût pour vous. Donc, c'est quand même assez intéressant sur ce plan-là. Et enfin, c'est pourquoi? Parce que ça permet, ce financement-là, d'avancer pas à pas, avec rigueur et sans être induit en erreur. Ça veut dire sans être induit en erreur par soi-même, parce que parfois on se dit « Ah, ça a marché, c'est génial », puis l'année suivante, ça ne marche plus, on ne sait pas trop pourquoi. Là, c'est que peut-être on a manqué de rigueur dans ses observations. Et puis, sans se laisser induire en erreur par d'autres, parce que parfois, il y a des gens qui vont vendre quelque chose, c'est la panacée absolue, ça marche parfaitement. Et en fait, ça ne marche pas si bien. Et donc là, c'était pas mal d'avoir une démarche expérimentale pour voir ce qu'il en est réellement. Donc voilà à quoi ce financement peut servir. Je vous partage enfin, si vous vous dites que vous souhaitez discuter de ce sujet-là plus avant, et ça vous sera partagé par Lucie également, mon contact, on peut discuter sur qu'est-ce que ça veut dire agriculteur-chercheur, ces leviers de financement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voudriez de différent, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Avec plaisir, je suis à disposition pour ça. Et à disposition dans l'immédiat pour répondre à vos questions éventuelles. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Oui, merci beaucoup Paul-Édouard. La première question, c'est comment est-ce qu'on arrive à prouver qu'une pratique est nouvelle?
Comment est-ce que ça se définit? C'est pas, là, c'est une bonne question que vous posez. C'est pas, je ne sais pas exactement qui la pose, mais c'est pas du tout évident. Il y a des choses, il est clair que c'est nouveau, qu'on ne sait pas faire dans la littérature. Je prends un exemple typique que je vois en ce moment, des fermes qui veulent être à la fois en agriculture de conservation des sols et en bio, d'un autre côté. Le croisement entre ces deux choses-là, on a quelques pistes aujourd'hui, mais ni l'INRA, ni personne d'autre ailleurs ne sait dire comment vraiment on fait ça, tout en ayant des rendements qui soient honnêtes, quoi, stables et vivables. Donc là, les choses sont claires. Après, la question, c'est si on sait faire ailleurs, mais que dans mon contexte pédoclimatique, on ne sait pas faire. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est pas nouveau? Est-ce que c'est de la nouvelle pratique? En gros, la base, c'est il faut démontrer à partir de la littérature et des connaissances terrain que, pour certaines raisons, les connaissances qui étaient ailleurs ne sont pas réplicables dans le cas étudié. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. Par exemple, on va dire, là, on se place dans les années 2000, d'agriculteurs qui voulaient diminuer le travail du sol et être en TCS. On savait à peu près faire au Brésil. En France, on ne savait pas faire. On ne pouvait pas dire que c'était connu. Parce que le contexte pédoclimatique du Brésil, voilà, tropical typiquement, est très différent du contexte métropolitain français. Donc, ce n'était pas la même chose. Et cet argumentaire pour justifier est-ce que c'est nouveau ou pas, c'est d'abord l'agriculteur qui le fait, et ça c'est un des enjeux de l'audit, de demander à l'agriculteur, mais ce que vous faites là, en quoi est-ce que c'est nouveau? Pourquoi est-ce que ce que d'autres font qui est similaire, ça n'est pas réplicable à votre cas? Et en fait, la réalité, c'est que tous les agriculteurs et agricultrices que je rencontre jusqu'à aujourd'hui savent expliquer avec leurs mots pourquoi c'est nouveau. Et ensuite, aujourd'hui, le job de Layton, c'est quand même de vérifier dans la littérature académique que, effectivement, les connaissances n'étaient pas disponibles. Dans la majorité des cas observés, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que l'agriculteur, avant de faire ses essais, il a investigué tout ce qui était possible pour trouver des réponses. Et quand on peut trouver des réponses à ces questions plutôt que de faire des essais, évidemment qu'on va le faire parce que c'est moins cher, moins risqué. Donc voilà, pour Merci. Tu répondre as à votre question. effectivement inclus la suite de la question. Et puis, on a Anne qui redemande est-ce que si tu aurais quelques contacts de personnes qui font partie de GI2E, groupe Défi, groupe Katae, qui ont demandé des crédits d'impôt recherche et qui éventuellement, où ça serait possible de partager leur contact ou le contact des animateurs en charge des groupes. J'ai pas d'exemple en tête. Et d'autant plus que là, pour le coup, comme c'est des clients de l'entreprise Layton, il y a toujours un enjeu de confidentialité. Voilà. Je ne peux pas vous répondre immédiatement à cette question, mais j'entends que c'est important de pouvoir voir ce qui s'est passé ailleurs. Et donc, je reviens vers Lucie a posteriori. Elle pourra éventuellement vous transmettre ça dans un mail. C'est bien noté. Mathilde Bonifaci. Et peut-être que là-dessus, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'effectivement, à l'APAD, donc Association pour une agriculture durable, c'est une association qui a l'habitude, enfin, qui expérimente beaucoup. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous aujourd'hui qui en font partie et en tout cas où un certain nombre ont déjà, se sont déjà rapprochés de ce dispositif. Donc il y a peut-être aussi des retours d'expérience à aller chercher de ce côté-là. On a aussi une question, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce côté-là, mais est-ce que la perte de rendement et du coup finalement le risque est financé par le crédit d'impôt recherche? Alors, si vous voulez, c'est de manière indirecte, au sens où ça finance, en gros, c'est de l'argent qui arrive. Donc on peut dire que ça finance la prise de risque. Mais dans le fond, la chute de rendement n'est pas prise en compte dans le calcul. Et comme dit, c'est le matériel utilisé, le temps passé. Ça ne peut pas être de la perte de rendement ou des choses comme ça. Du moins dans les modèles actuels pour lesquels dont ça fonctionne. Donc on ne peut pas le prendre en compte de manière directe, mais maintenant ça reste un financement, donc ça autorise quand même à une certaine prise de risque. Maintenant, dans tous les cas d'agriculteurs que je rencontre, même ceux qui ont bénéficié du crédit impôt recherche, ils restent très mesurés dans les essais, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus mettre en danger la ferme sur une année. Voilà. Alors, je vois une question, les réseaux type Inosis. Alors, je ne connais pas ce réseau-là exactement. Maintenant, en soi, tous les réseaux qui incluent la recherche académique et des agriculteurs, par exemple, si c'est de ça qu'il s'agit, c'est une très bonne idée de le mobiliser dans ces réseaux. Aujourd'hui, pour Layton, c'est très difficile d'identifier quelles sont les fermes qui sont dans ces réseaux-là. Si vous avez des exemples, des listes,
partagez-les avec moi, avec Layton, et ce sera possible de partager l'information, mais ce n'est pas très public, généralement, ces trucs-là, sauf si je me trompe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est dans ce type de réseau, il faudra toujours être attentif à l'initiative de la recherche, à savoir que l'agriculteur joue réellement un rôle. Voilà. Donc, autrement dit, si vous avez des contacts, des idées, c'est pas facile pour Layton de faire ça aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les partager et l'information sera passée. Merci. Est-ce que, bon, bah voilà, on a encore une autre question. Dans le cas d'un GI2E, la prestation de Layton, est-ce qu'elle pourrait être mutualisée avec un contrat unique, mais sur plusieurs dossiers individuels? Alors, la déclaration de crédit d'impôt recherche est toujours unique par ferme. Le dossier est toujours unique par ferme. D'ailleurs même, ils sont généralement sur un même G2E géré par différents consultants ou consultantes pour vraiment voilà, analyser chaque dossier sans avoir le prisme de ce qui a été fait chez les autres, pour éviter de, en gros, replaquer ce qu'on a vu ailleurs sur une autre ferme qui sera en fait un peu différente. Donc de ce fait-là, en fait, c'est le même travail, que le dossier soit dans un GI2E ou pas. Donc il n'est pas possible, et c'est le même accompagnement, donc c'est pas possible de mutualiser de la manière que vous le proposez. Du moins aujourd'hui, ça ne fait pas partie des modalités. C'est chaque ferme qui, pour chaque année, devra être accompagnée. Et en fait, c'est même l'administration fiscale qui demande ça, hein. Ils disent, on veut un dossier pour chaque entreprise. Même une ferme qui aurait une ETA et un GAEC, il faudrait faire un dossier pour l'ETA, un dossier pour le GAEC. Et quand bien même, au final, c'est un peu la même chose qui est faite dans les deux, hein, c'est évident. Mais ça reste deux choses différentes, juridiquement et du point de vue de l'administration fiscale. Ok, merci. Pendant les quelques minutes qui nous restent, je vous partage un petit sondage, si ça marche. Normalement, vous le voyez apparaître sur votre écran, juste pour que nous, on puisse aussi avoir un petit retour. Voilà, merci pour vos retours. Et puis, il nous reste quand même quelques minutes si vous avez encore des questions, que vous voulez profiter de Paul-Édouard, qui a quand même bien creusé cette question des crédits d'impôt recherche pour les fermes. Et voilà. Est-ce qu'il est obligatoire de passer par une entreprise comme Layton? Donc, a priori, tu n'en connais pas d'autres que Layton pour le moment, mais est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui et essayer de faire ça tout seul? Alors, c'est une bonne question. Comme dit, c'est un dispositif qui est assez complexe. Et je dis pas ça pour favoriser Layton, mais parce que vraiment, pour le mettre en œuvre, il y a plein de cas particuliers, plein de situations, et qu'il faut être bien accompagné, que nous, on fait appel, enfin, il y a des juristes en droit fiscal en interne pour vérifier que tout va bien, qu'on est bien en règle, etc. Aujourd'hui, mon avis personnel sur le sujet, c'est que c'est plus sûr d'être accompagné. Maintenant, ça n'a rien d'obligatoire et toute entreprise peut décider, faire ou pas faire, peut décider de déclarer par elle-même. Donc ça, c'est un choix de gestion de l'entreprise. Mais dans ce cas-là, si on le fait par soi-même, bon, faut quand même essayer d'avoir la bonne compétence ou alors de la mutualiser ou voilà, d'avoir un autre type d'organisme. Mais Et ça, peut-être un ça point s'improvise pas, aussi, quoi. je crois on avait déjà échangé à ce sujet, mais sur le statut juridique aussi, il me semble, de la personne qui veut accompagner, par exemple, est-ce qu'une association pourrait avoir ce job-là, enfin un job similaire à Layton sur l'accompagnement au dépôt de crédit d'impôt recherche? Euh, dans l'absolu, une association peut aider pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, là où c'est un peu plus délicat, c'est si c'est la même association qui à la fois aide au montage du dossier et qui en même temps aide l'agriculteur à faire sa recherche. Donc il faut, en fait, parce que ça ne doit pas être, en tout cas aujourd'hui par exemple, Layton ne peut pas dire à l'agriculteur et ne doit pas dire à l'agriculteur, c'est comme ci, comme ça que tu dois faire tes essais. C'est hors de son rôle d'accompagnement. Le rôle de Layton est juste de l'accompagnement sur la compréhension des critères, faire les calculs, faire la déclaration. Donc là, il y a un élément où il faut quand même être attentif par rapport à ça. Il faut vérifier que, et en fait, il faut bien séparer les fonctions d'accompagnement de l'agriculteur sur un dossier fiscal d'un côté et d'un autre côté d'accompagnement technique de l'agriculteur. Maintenant, en soi, il n'y a pas de raison qui ferait qu'une entreprise, qu'une association ne puisse pas faire ce type d'accompagnement. Je dis association, ça pourrait aussi être une chambre d'agriculture ou voilà, il n'y a pas de contrainte. Mais par contre, il faut l'expertise quoi pour le faire. C'est un peu ça le point.
Super, merci. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Est-ce qu'il y en a éventuellement qui ont déjà voilà, engagé une démarche de crédit d'impôt recherche, qui auraient aussi peut-être envie de partager à tout le monde leur expérience? Je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et puis Soleil nous demande quels sont les délais de réponse de la part de l'administration entre le temps du dépôt de dossier et puis la réponse et puis le versement. Euh, Réponse de Normand pour la question de Solène. Ça dépend beaucoup des cas. Il y a des centres des impôts qui sont ultra surchargés, ça va leur prendre longtemps. D'autres qui vont traiter vite. Globalement, on va quand même être sur plusieurs mois de traitement du dossier. C'est pas non plus 10 ans pour avoir le traitement. Et puis après, ça dépend des questions qui vont être posées par l'administration. Si l'administration pose 10 fois des questions, que 10 fois le consultant de Layton a besoin de rédiger quelque chose pour expliquer mieux la situation, bah, tout de suite, ça prend un peu plus de temps. Parfois, ça passe tout de suite, parfois, ça passe pas tout de suite. En fait, il y a toutes sortes de cas différents. Et faire un cas général sur le sujet, c'est pas. Je peux juste vous dire que c'est pas instantané, c'est pas non plus 10 ans, mais ça reste une fourchette assez large, quoi. Et si jamais certains souhaitent discuter davantage de ces questions ou encore des questions ou des éléments, vous avez mes contacts là dans la diapositive qui est encore partagée. Donc n'hésitez pas pour ça. C'est tout à fait possible. Super, merci. En tout cas, le replay sera disponible. Je vous l'enverrai et puis il sera aussi sur notre centre de ressources. Et effectivement, donc on a toujours cette question de avoir des témoignages de personnes qui auraient eu accès au crédit d'impôt recherche. Et alors notamment sur un sujet de baisse de Phyto, on a Claire Nioncel qui communique son mail. Est-ce que c'est c'est parce que vous avez peut-être déjà sollicité un crédit d'impôt recherche? On ne sait pas. Ouais, Claire Nioncel, si vous voulez nous préciser le pourquoi du mail, si c'est du coup pour vous contacter parce que vous avez déjà. Ouais. Non, ce serait pour. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, vous oui. Vous entend. m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et je pense que c'est vraiment très nécessaire d'impliquer effectivement les agriculteurs et qu'ils aient des aides pour ce faire. Ce serait pour éventuellement un article pour justement mettre en avant cette solution et faire témoigner des personnes, des agriculteurs, voilà, un groupe qui a eu accès à ces crédits. Et c'est plus dans le cadre d'un article. Ok. Je vous propose qu'on prenne un temps d'échange parce qu'on a aussi prévu à Tram de faire un article. Donc, tant qu'à faire, qu'on essaie de couvrir deux angles différents pour un peu mieux diffuser. Si ça vous va, je prendrai contact avec vous. Et puis, toujours cette question d'un cas concret. Est-ce que peut-être, Paul-Édouard, tu as un cas concret sur juste un exemple d'une pratique très rapidement? Et combien de temps environ un agriculteur il passe sur le dossier? Donc ça aussi, je suppose que Oui. c'est très difficile à estimer. Alors, d'abord, le cas concret, si je peux prendre un premier cas concret, une ferme qui développe une rotation longue en agriculture biologique de conservation des sols. Ça, c'est un cas, j'ai vu des dossiers qui peuvent passer dans ce type de pratiques, qui sont clairement innovantes. Deuxième cas concret, des couverts multispécifiques qui répondent à des besoins particuliers de la ferme, qui ne sont pas les besoins habituels qu'on trouve dans des outils un peu classiques de Arvalis, par exemple, et qui sont des couverts complexes, donc avec peut-être une quinzaine de semences ou quelque chose d'un peu spécifique. Une pratique de couvert hivernal avec double pâturage, faire pâturer plusieurs fois. Là, il peut y avoir avec des couverts en hiver, une stratégie entre soit c'est gélif, soit c'est un deuxième pâturage, il faut que ça repousse dans l'année. Enfin voilà. En gros, c'est toutes des stratégies un peu complexes de gestion de la ferme, et c'est toujours des choses, je vais dire, à tendance agroécologique. Alors c'est un mot qui peut vouloir dire plein de choses, mais généralement, si c'est sur un nouveau produit phyto, par exemple, en gros, ça va pas être de la R&D, par exemple. Enfin, il y a de la R&D, mais elle a été faite par le fabricant par la firme. Donc, ça va plutôt être sur des choses où vraiment ça doit se faire à la ferme que ça va être réalisé. Je prends un autre cas, des questions sur l'usage particulier de digestat dans de la méthanisation.
ou des rations pour un élevage bovin-lait très particulières pour se passer complètement de tourteaux de soja ou de colza, tout en ayant la même surface et en gardant les rendements. Voilà. On peut être sur ce type de choses. Après, il y a plein de pratiques, donc pour avoir des exemples concrets, voilà. Ensuite, pour le temps que ça peut prendre en estimation rapide de faire le dossier, il y a deux choses. D'abord, il y a le temps pour faire les essais. Là, ça dépend de l'agriculteur, de l'agricultrice. Évidemment, on peut y passer plus de temps une fois qu'on est payé pour, c'est-à-dire qu'on a un crédit d'impôt recherche pour ça. Ça, je ne peux pas vous dire, bien sûr. D'autant plus que le temps passé aux essais est en même temps du temps de production. Par contre, le temps pour faire le dossier, c'est essentiellement du temps d'audit. Donc sur l'année, on va dire au max, on va solliciter l'agriculteur sur 2 journées en cumulé. Et idéalement, c'est toujours plutôt dans les mois d'hiver ou les moments un peu de creux qu'on va essayer de le solliciter plutôt qu'au moment du pic en plein été, quand il a la tête sous l'eau, quoi. Voilà. Après, ça peut être variable. Parfois, ça va être plus, parfois, ça va être beaucoup moins. Souvent, ça va être moins que ça, mais ça peut quand même être différent. Tout à l'heure dans la diapo, je vous ai dit, il y a 2 heures d'audit, 20 minutes d'appel, des documents à transmettre, il faut rassembler les documents. Donc voilà, tout ça cumulé, on va peut-être être sur une journée, quoi. Après, une journée qui vous rapporte 20 000 euros, c'est quand même une journée bien payée. Sur une autre question de... Donc ça, c'était pour les cas des pratiques, enfin des expérimentations que tu as citées tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée Donc le pourcentage des coûts, on a dit c'est 30%, le crédit d'impôt recherche, c'est 30% de ce qui est déclaré. Mais voilà, j'ai du mal à saisir exactement, du coup, au-delà de ces 30%, qu'est-ce que vient poser la question? En gros, c'est pas... Alors, je réponds juste après la question de Anne Le Guigou. Les coûts engagés pour les essais, il y a un certain montant qui va être remboursé en crédit d'impôt recherche par l'État, comme dit tout à l'heure, avec un calcul. Je ne peux pas vous dire le montant parce que finalement, dans certains cas, l'agriculteur avait déjà le matériel, il faisait déjà les... Enfin, c'est pas non plus évident de dire que l'investissement n'a été fait que pour l'essai ou que sans essai, l'investissement n'aurait pas été fait ou que le temps n'aurait pas été passé à autre chose. Donc en fait, c'est pas facile de dire... et voilà. Par rapport à la question, pourquoi est-ce que j'ai dit un jour qui ramène 20 000, qui rapporte 20 000 euros, en gros, c'est effectivement une phrase qui est un petit peu rapide, mais qui veut dire un dossier de crédit d'impôt recherche, ça peut prendre une journée et demie à l'agriculteur de faire sa déclaration sur l'année, à condition qu'il fasse déjà des essais. Par contre, le fait de passer ce temps supplémentaire pour faire la déclaration, en audit avec un consultant ou des choses comme ça permet de monter le dossier qui, en moyenne, peut être de 15 à 20 000 euros. Maintenant, qui peut être plus, qui peut être moins aussi. Donc c'était en ce sens-là que je le disais. Maintenant, évidemment, il faut prendre là-dedans aussi en compte le temps passé à faire les essais. Et donc là, Zach qui nous précise sa question de est-ce qu'il y a bien, est-ce que les gens qui ont déclaré les pratiques ont bien été remboursés à 30% du coût qu'ils ont investi pour leurs essais? Alors, Donc c'est sur quoi? les Si cas, les cas que vous mentionnez ont bien été remboursés, à hauteur de combien ils l'ont été? alors, sans rentrer dans les détails parce que c'est toujours des choses confidentielles, mais globalement, pour les personnes que je vous mentionne, je vérifie ce que j'ai dit, oui, c'est des fermes qui ont été remboursées pour le crédit d'impôt recherche ou qui sont en passe de l'être parce que les déclarations sont en train d'être faites. Et quant au montant, on va dire c'est des montants de l'ordre de supérieur à 10 000 euros et inférieur à 30 000 euros par année. Et je n'entrerai pas plus dans les détails pour ce qui est du montant. Avec plaisir. Merci Paul-Édouard, mais en tout cas, on voit que ça suscite plein d'interrogations. C'est un dispositif qui n'est pas très connu pour le moment, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui, voilà, à part Layton, qui sont sur le sujet. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous informer davantage sur ce sujet. Et puis, merci à vous pour votre présence. Et donc, bon, le replay sera bien évidemment disponible si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées et qui voudraient un peu plus d'informations avant de se lancer. Et puis, moi aussi ou mes collègues à Tram, on reste disponible pour si
si vous avez des questions supplémentaires et puis vous avez le contact de Paul-Édouard. Et donc, s'il n'y a pas de remarques supplémentaires, je vais vous souhaiter une bonne après-midi.